présente Catherine Cerizet, qui nous fait le plaisir de rêver de Paris malgré les grèves, qui est une ancienne malade blogueuse. Son blog marche très très bien. Elle a apporté énormément à des patientes atteintes d'un cancer du sein. Et donc, elle vient nous parler de la maladie et de l'information que les patients peuvent avoir au travers d'Internet. Alors, bonjour à tous. La grève n'est pas très suivie, donc j'ai pas bravé trop les grèves. Xavier et moi avons eu peur, mais ça s'est plutôt bien passé. En fait, j'ai été malade il y a... D'abord, je voulais remercier toute l'équipe des régionales de cancérologie de m'avoir invitée à parler de quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, c'est l'information des patients. Et je suis très contente que dans les interventions précédentes, on ait prononcé les mots d'empowerment, de démocratie sanitaire, de patients experts. Je pense que c'est des mots extrêmement importants et qui prennent tout leur sens avec la montée d'Internet. Alors, ça ne fonctionne pas. Peut-être dans ce sens-là, voilà. Il y a quelques temps, c'est-à-dire en 2013, en avril 2013, avec mon agence, en fait mon blog s'appelle Après mon cancer du sein, et j'ai monté une agence de conseil en santé et en e-santé qui s'appelle Patients and Web. Petite précision, et donc mon blog est effectivement très consulté puisqu'on a dépassé le million de visites au mois d'août dernier. Et via ma société, nous avons fait une grande étude parce que finalement les patients, les Français vont sur Internet, mais quels sont leurs usages et quelles sont leurs attentes de l'outil. Cette étude s'appelait « À la recherche du patient ». Elle a été faite avec l'Omacom, qui est une agence de communication, et on l'a postée sur Doctissimo, que tout le monde connaît et que je ne présenterai pas ici. Elle s'articulait autour de deux branches. Il y avait une branche par la TNS Sofres auprès des Français, donc 1000 et quelques Français qui ont été interviewés par téléphone, et puis une branche sur Doctissimo, sur les patients chroniques, parce qu'il y a des problématiques communes aux patients chroniques, et donc, dont le cancer, évidemment, qui devient une pathologie chronique. Donc déjà, le premier renseignement, c'est que l'Internet santé est une réalité pour les Français, puisque un Français sur deux a déjà consulté pour lui-même ou pour un de ses proches Internet. L'Internet santé étant évidemment très large. Il y a énormément de ressources sur Internet. Il y a 14 ans, quand moi j'ai été malade, je suis évidemment allée sur Internet tout de suite. Et là, j'ai trouvé plein de choses. Il y en a encore plus maintenant. Il y a des sites institutionnels, donc on vous a parlé de l'INCa tout à l'heure, qui a un site plutôt très bien fait. Les sites de sociétés savantes comme l'AFSOS, comme la SFPO, et j'en passe. Des sites encyclopédiques avec le premier qui est Wikipédia, que tout le monde connaît. Les sites des acteurs industriels, évidemment. Des établissements de santé et des réseaux de cancérologie, les sites des associations, avec le premier, la Ligue contre le cancer, qui, on le verra, est très très bien référencé sur Internet, la presse spécialisée et grand public, et puis les médias sociaux. Ce qu'on appelle les médias sociaux, ce sont les réseaux sociaux d'une part, avec Facebook, Twitter, etc., les blogs comme le mien, et les communautés et forums. Alors, ce qui était intéressant, c'est de voir, il y a tout ça qui existe, où vont-ils ? Alors, sans surprise, les sites spécialisés de santé sont arrivés en premier, mais évidemment, comme une partie de l'enquête était faite sur Doctissimo, il était évident que les personnes connaissaient Doctissimo. Ce qui est intéressant ici, c'est de voir que après les Doctissimo et les sites encyclopédiques qui viennent finalement à la première page et dans les premiers résultats Google, et on sait que 90% des gens ne consultent que la première page, viennent ensuite tout de suite les sites d'associations de patients. Et puis, vraiment un petit peu loin derrière, on va dire, des sites comme Doctissimo, les sites des pouvoirs publics. Donc ça pose question. Pourquoi ces sites-là ne sont pas visités ? Et puis viennent ensuite
les autres ressources que je vous laisse regarder. Alors, évidemment, on en a parlé juste avant, il y a des temps dans la maladie. Et à ces temps correspondent des façons de chercher sur Internet. On cherche des choses différentes. Alors, avant la consultation, on a mal à la tête ou on a une grosseur dans le sein, on va interroger le fameux docteur Google. Alors là, évidemment, tout le monde s'arrache les cheveux parce que vous toussez, vous avez un cancer du poumon, vous avez un bouton, vous avez un mélanome très très grave, etc. On parle même d'ailleurs de cyberchondrie maintenant. On va rechercher à essayer de s'orienter dans le système de santé. Donc chercher un médecin, chercher un établissement de santé qui correspond à votre pathologie. Puis on a cette fameuse consultation d'annonce. Et là, on vous parle de choses, vous rentrez dans un monde totalement inconnu avec des mots que vous connaissez, mais qui pour nous sont des mots totalement inconnus. Carcinome, rémission, j'en passe et des meilleurs. Et on fait des examens, on a les résultats des examens. Donc on va chercher sur Internet tout ça, pour essayer de comprendre un petit peu à quelle sauce on va être mangé. Et puis, on va rechercher les éventuels effets secondaires auxquels on risque d'être confronté. Il est évident, quand on va vous prescrire de la chimiothérapie et qu'on vous donne la molécule de chimiothérapie, type en cancer du sein, Fexan ou Taxotere, vous allez regarder, est-ce que je vais perdre mes cheveux sous Taxotere? Ça, c'est évident. Pendant la période des traitements, ça change un peu. On va chercher le soutien de ses pairs, parce que c'est important d'avoir cet effet miroir, de savoir comment les autres ont vécu la même chose. Et puis confronter les effets adverses avec la communauté. Moi, j'ai perdu mes cheveux, est-ce que toi, tu as perdu tes cheveux, etc. Je parle d'effets adverses parce que j'aime pas tellement le mot effet secondaire, parce que je vous assure qu'ils ne sont pas secondaires du tout. Et puis la rémission, eh bien, on devient peut-être un peu patient expert, on a acquis une expérience de la maladie, donc on apporte du soutien à son tour, et puis on cherche des solutions à des problèmes administratifs liés au retour à la vraie vie dont on vous a parlé tout à l'heure. Toujours dans la même étude, donc on leur a demandé ce qu'ils recherchaient sur Internet, et donc là je vous ai mis en exergue le fait qu'ils recherchent, je ne vois pas le chiffre, là oui, à 67% des témoignages de personnes atteintes de la même maladie. Donc là on commence à se rendre compte que oui, on cherche une information, mais pas forcément l'information que vous pensez nous donner. En tout cas, ce n'est pas la même information. Et puis, on a une façon différente de chercher sur Internet. Alors, si on tape le mot cancer, donc voilà, on m'a diagnostiqué un cancer. Alors, c'est la Ligue qui arrive au premier plan, et puis l'INCa. Donc ça, ce sont des sites plus institutionnels. Et là, effectivement, ça va nous donner des informations très particulières. Alors, ça va nous permettre de nous orienter, de comprendre le diagnostic, ça c'est certain, de confirmer éventuellement un traitement, de connaître les alternatives thérapeutiques, de chercher des traitements complémentaires, notamment tout ce qui est soins de support, et de vérifier les effets secondaires du traitement. Mais en fait, les patients ne cherchent pas du tout comme ça. Ils cherchent sous forme de phrases. Et là, on voit bien que si on cherche « j'ai un cancer et j'ai des douleurs terribles », là, on va tomber pile poil sur un forum. Et vous voyez, on voit, j'ai 54 ans, depuis fin août, suis à l'IGR pour cancer du sein, terrible douleur à la fesse droite, etc. Donc on va se retrouver avec les pairs, là. Et là, on va échanger, partager, excusez-moi pour le mot partage qui est partagé, pallier à l'angoisse, parce que l'angoisse, c'est extrêmement prégnant dans une pathologie chronique et dans un cancer. Et l'angoisse, elle n'arrive pas seulement aux heures d'ouverture de l'hôpital ou de l'infirmière de coordination ou du numéro d'appel de la Ligue contre le cancer, ça arrive aussi en plein milieu de la nuit. Et en plein milieu de la nuit, quand on tape sur Internet, on trouve des gens avec qui parler. Il y a l'anonymat, et ça c'est très important sur certaines problématiques, notamment par exemple la sexualité. La sexualité, c'est quelque chose dont on parle peu avec ses soignants. Derrière votre écran, avec un pseudonyme, vous en parlez beaucoup plus facilement. Rompre l'isolement, parce que quand on est
très loin, dans un petit village, qu'on n'a pas d'autres personnes atteintes d'un cancer similaire au vôtre, on est content de rencontrer des gens et de savoir que ça existe. Le retour d'expérience dont j'ai parlé tout à l'heure. L'effet miroir, alors qui est un peu pervers, cet effet miroir. Cet effet miroir, il est pervers parce que, d'une part, on sait qu'il y a plusieurs cancers et que mon cancer n'est pas le même que celui de ma voisine. Et donc, on peut avoir comme ça de fausses informations. Et puis surtout, quand ça se passe mal pour la personne en face. Et là, c'est vraiment difficile parce que même si ce n'est pas une amie en vrai, c'est une amie virtuelle et on la perd et là, c'est extrêmement difficile. Et puis l'expertise profane, parce qu'on parle toujours de l'expertise scientifique, mais le savoir expérientiel du patient, et vous en avez parlé tout à l'heure, docteur, du patient expert, et je pense que c'est une partie importante de la formation, etc. Alors voilà comment ça se passait dans la relation patient-médecin, mais ça c'était avant. Parce que maintenant, de plus en plus, les médecins acceptent le fait que les patients aillent sur Internet. De toute façon, c'est un état de fait. Et il vaut mieux se demander comment les accompagner plutôt que de dire surtout n'allez pas sur Internet parce que de toute façon, ils le feront. Et dans cette même étude, on s'est rendu compte que c'était tout bénéfice pour la relation patient-médecin. 61% des Français pensent que c'est une meilleure prise en charge de leur santé, ça les aide à mieux supporter la maladie, des échanges plus riches avec leurs médecins et encore mieux, 1 sur 2 pensent que ça renforce leur confiance dans les médecins. Alors les atouts d'Internet, à l'échelle individuelle, ça permet de préparer les questions, donc de gagner du temps, de comprendre les explications après la consultation, donc là aussi de se remettre les idées un petit peu en place. On peut être en sidération pendant la fameuse consultation d'annonce, on se remet en tête les explications, on va un petit peu plus loin. Plus loin dans le parcours, discuter des options thérapeutiques, ça c'est possible dans certains cas particuliers. Il y a la problématique de la décision partagée, mais ce n'est pas mon sujet ici. Et puis mieux vivre ses angoisses, y compris la nuit, ce que je disais tout à l'heure. Et pour la société, c'est important aussi, parce que ça permet de mieux appréhender les effets secondaires, d'éviter les consultations intermédiaires en urgence, d'éviter certaines fois le psychologue, parce qu'on a un soutien de ses pairs, et puis une meilleure observance, parce qu'on se renseigne, parce qu'on se rend compte que c'est important de prendre son médicament et les pairs vont dans ce sens. Je vois par exemple dans mon blog, j'ai fait plusieurs sujets sur l'hormonothérapie dans le traitement du cancer du sein, qui est un traitement qui est arrêté par une femme sur 2 avant les 5 ans. Et moi, je prône évidemment de le continuer et de serrer les dents. Et il y a beaucoup de discussions sur mon blog à propos de ce traitement, et les femmes qui ont envie de l'arrêter sont soutenues par les femmes qui, elles, continuent, et ça modifie beaucoup les choses. Je pense que l'important, c'est effectivement de ne pas dire il ne faut pas aller sur Internet, c'est de donner les clés. Il y a une étude en Europe, dans 8 pays européens, sur la European Health Literacy Project, et on s'est rendu compte qu'il y avait plus de la moitié des patients européens qui avaient une connaissance de la santé qui était faible ou insuffisante. Et je pense qu'il est important que les patients montent en compétences pour comprendre et pour aider les soignants, parce que nous sommes partenaires et c'est important que tous les deux, on comprenne évidemment à nos manières, on échange entre nous des choses pour aller tendre vers le même but qui est finalement la guérison, ou en tout cas vivre le plus longtemps possible. Alors la littératie numérique, on traduit ça par alphabétisation, ça va aller de mieux en mieux parce qu'on apprend aux enfants à l'école à aller sur Internet.
En revanche, la L-littératie, c'est beaucoup plus difficile et c'est le travail des associations comme la Ligue, c'est le travail de l'INCA, etc., de faire en sorte que les patients montent en compétences. Voilà. Je vous ai mis quelques sites à conseiller à vos patients, parce que c'est important de les conseiller. Alors, le site de l'ESMO, avec certaines parties accessibles en français, je ne vous présenterai pas l'ESMO. Le site du SISMEF, qui est un site qui est pas mal fait, qui est un catalogue des sites médicaux francophones et qui est avec un moteur de recherche assez intuitif. L'Encyclopédie canadienne du cancer, qui est un site bilingue et qui est très très bien fait. Les Canadiens font beaucoup de choses intéressantes. Évidemment, le site de l'INCA, Orphanet pour les maladies rares. Les différents sites des hôpitaux, j'imagine qu'ici les hôpitaux ont des sites. La plateforme collaborative Cancer Contribution, qui est une plateforme extrêmement intéressante, qui est plutôt sur la démocratie sanitaire, mais qui met en perspective les expertises de tous les intervenants du système, y compris les patients et les associations. Le site de l'OMS, le site de la HAS, avec le guide patient sur le cancer. Tout n'est pas facile sur le site de la HAS. Évidemment, le site de la Ligue contre le cancer, la Fondation ARC et Eureka Santé, qui est le site Vidal grand public. Voilà. Je peux mettre ces sites à la disposition et les slides, Xavier, de tout le monde. Voilà, je vous remercie infiniment. Alors, on a bien compris qu'il y a un changement de comportement des patients suite à Internet. Et je pense que ce n'est pas fini. Plus ça va aller, plus on aura ce genre de démocratie sanitaire via Internet. Et je pense que c'est une bonne chose. Je pense que c'est une très bonne chose et je pense que c'est tout à fait complémentaire des autres informations auxquelles on peut avoir accès. Avant, on avait l'encyclopédie médicale. Pardon, maintenant, on a Internet et tous les patients ne lisent pas forcément les petits livrets très bien faits qu'on trouve ici ou là. Et puis, on a surtout l'expérience des pairs. J'espère que j'ai fait passer le message. Ouais. Des questions dans la salle, je suis persuadé qu'il doit y en avoir plein. Parce que tout le monde consulte Internet, donc... En fait, vous êtes convaincus déjà. Voilà, c'est ça. Bon, bah donc je vais y aller alors s'il y a Oui. des questions. Ah. En tant qu'ancienne patiente, s'il y avait un message que vous vouliez faire passer aux professionnels, quel pourrait-il être ? Je pense que le message, ce serait, on a extrêmement besoin de vous tous, hein, des soins de support, des cancérologues évidemment, mais vous avez aussi besoin de nous, parce que nous, on a cette expérience profane qui peut vous aider à avancer dans votre métier et je pense que ces deux expériences, ces deux expertises permettent d'établir un véritable partenariat. On est aujourd'hui dans un paradigme qui est plus vertical comme il l'était avant, avec le sachant et l'ignorant. On est plutôt dans un paradigme horizontal, avec des médecins, des soignants et des patients qui sont dans le même bateau, dans la même galère, et on doit avancer vers le même but ensemble. Juste un commentaire, si vous me permettez. Pas un commentaire, plutôt une question. Internet, c'est très individuel, et on a beaucoup travaillé aussi sur les groupes de parole. Ça s'oppose, ça se complète. Avez-vous utilisé des groupes de parole, vous, dans votre maladie ? Alors, j'ai pas utilisé des groupes de parole, mais dans les forums, c'est des groupes de parole virtuels, si vous voulez. Il y a des sites dans lesquels, notamment le forum de la Ligue, hein, qui était un forum qui existait dans les années 2000, des premiers forums sur le cancer, où les gens communiquent et se parlent entre eux. Il y a maintenant Facebook avec des groupes privés, où là aussi, effectivement,
effectivement les personnes interagissent. Je pense que la limite, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que dans les groupes de parole, vous faites extrêmement attention à mettre en présence des personnes qui sont à des stades plutôt similaires. On ne va pas mettre quelqu'un en soins palliatifs et quelqu'un qui vient de sortir du dispositif d'annonce. C'est pas le cas sur Internet. Et puis il n'y a pas de psychologue pour réguler les choses. Donc voilà, je pense qu'il y a des limites à Internet. J'en ai pas parlé aujourd'hui parce que je voulais vous convaincre. Mais il y a effectivement des limites et c'est une des grandes limites. Voilà. Alors moi, je vais intervenir sur votre question par rapport au groupe de parole. C'est que nous, à la Ligue, on a des groupes de parole. Mais en fait, ça ne marche absolument pas. Les gens ne viennent pas au groupe de parole. Et pourquoi ? Je pense, moi, je suis une ancienne patiente également, une ancienne malade, 2 fois en plus, donc je sais ce que c'est. On ne peut pas parler de notre maladie et de notre vécu. Comment dire ? On a un problème d'image de soi. Parler aux autres avec d'autres malades, on n'a pas besoin de ça. On a besoin de notre énergie pour nous et pour avancer nous tout seuls. L'avantage d'Internet, c'est qu'on le fait quand on a envie, dans le parfait anonymat. La personne, on ne va pas la recroiser dans la rue. C'est beaucoup plus facile qu'un groupe de parole. Et je pense que si les groupes de parole ne fonctionnent pas à la Ligue, c'est bien pour cette raison. Parler en individuel, oui. Parler en groupe, physique, non. C'est trop difficile parce que je vous dis, c'est pas facile à vivre. Ce sont des moments qui sont très très difficiles. On a un gros problème, je pense que vous l'avez vécu aussi, d'image de soi. Donc également le problème du retour à l'emploi, c'est quelque chose qui est très 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 difficile. Vous ne pouvez pas savoir l'effort qu'on doit faire sur soi-même pour retourner travailler. Donc être en présence d'autres pour parler de ce qu'on vit physiquement, c'est pas possible. Internet, c'est facile. Alors maintenant, je vous présente Dominique Rondu, qui est le président de la Ligue contre le cancer, Comité Calvados. Et en fait, il va vous parler de l'information aux patients, en partant du principe que pour que l'information soit efficace, il est important qu'il y ait un réel échange, en fait, un partage entre le patient et les intervenants. Je te laisse la parole. Effectivement, il faut partir du principe que l'information efficace est une information partagée. Elle doit tenir compte du moment et du contexte dans lequel elle est utilisée. De ce fait, la Ligue, qui se veut être une force de proposition, doit recueillir autant de données qu'elle en fournit. Cela à l'échelon national ainsi qu'à l'échelon local. Mais avant d'aborder ce thème, et pour faciliter la compréhension, il convient de faire un peu d'historique. Je ne sais pas dans quel sens ça marche. Voilà. Donc la Ligue contre le cancer a été créée en 1918. Elle sera donc centenaire dans 4 ans. Elle est reconnue d'utilité publique et les premiers comités apparaissent en 1920. Ils sont au nombre de 103, un par département. Elle comprend 700 000 adhérents et 13 000 bénévoles. Les missions de la Ligue, eh bien sûr, tout le monde le sait, soutenir la recherche, puisque c'est le premier financeur indépendant de recherche en cancérologie, informer, sensibiliser, prévenir sur tout le territoire, améliorer la qualité de la vie des personnes malades, morales, financières, changer les mentalités et le regard de la société. La Ligue se veut porte-parole en s'érigeant observatoire sociétal. Elle doit également s'engager à l'échelle internationale. La Ligue en Basse-Normandie, c'est 3 départements, bien sûr. Dans chaque département, il y a un comité. Il y a 6 salariés, 80 bénévoles. Et en 2013, il y a eu près de 2 millions d'euros de collectés. La mission Action pour les malades. La mission Action pour les malades est composée d'une part du recueil d'informations au niveau national et local,
c'est-à-dire l'information entrante, et d'autre part, la diffusion d'informations vers les patients. Pour le recueil d'informations, un observatoire national a été créé, l'ODOPAS. C'est dispositif d'observation pour l'action sociale. L'ODOPAS est une campagne de collecte qui se fait tous les 2 ans. En 2013, 12 nouveaux départements ont participé à cette collecte. Tous les 2 ans, on change bien sûr de département pour avoir une information la plus étendue possible. Sur 2156 questionnaires et 86 recueils d'expérience, nous avons pu observer les effets sociaux concernant les ressources, la vie professionnelle, la vie quotidienne à domicile, les relations sociales et familiales. Cela nous permet également de faire évoluer nos documentations. Quels sont les principaux résultats de la collecte pour 2013 ? Par rapport à 2011, moins de personnes seules, mais plus de personnes de plus de 65 ans et plus d'hommes. Le profil type, ça pourrait être une femme de 68 ans, vivant en couple et en cours de traitement. C'est un profil type. Le recueil d'expérience, un travailleur social, ça peut être une infirmière ou une assistante sociale, ou des salariés. Les constats, la maladie appauvrie. Les personnes actives avant la maladie sont les plus touchées, car des effets sociaux se combinent. Je ne sais pas pourquoi, ce n'est pas la bonne taille, mais bon. La baisse des ressources, incidents et délais de versement des pensions, reste à charge. C'est plutôt celui-là. Voilà. La maladie engendre une vulnérabilité face à l'emploi, interruption du parcours professionnel, difficulté de retour à l'emploi. Donc les besoin d'information, bien sûr, besoin également d'accompagnement pour mieux anticiper. La maladie complexifie la vie quotidienne. Seulement 79% sont aidés par des proches. Ça veut dire que les 21% restants sont seuls et ont de ce fait besoin de beaucoup plus d'aide. Il y a besoin d'adapter les conditions d'octroi d'aide à domicile et d'en assouplir les conditions de mise en œuvre, parce que c'est souvent très compliqué. La maladie isole et impacte les liens familiaux et conjugaux. Il y a des besoins de soutien psycho et d'accompagnement des proches qui sont souvent oubliés des problèmes, pensant qu'eux sont plus forts que les autres, mais non, souvent, il faut aider également les proches. Conclusion de cette étude, eh bien, dans tous les cas, il y a besoin d'un meilleur accès à l'information, c'est très net. Il y a besoin d'interlocuteurs privilégiés. Il y a besoin d'une évaluation des besoins sociaux. Et il y a besoin surtout de personnes référentes tout au long du parcours. Au niveau régional, là on va plutôt parler d'informations sortantes vers le patient. Au niveau régional, la Ligue est présente dès l'annonce du diagnostic. Chaque comité dispose d'une commission sociale. Cette commission est consolidée par un avis d'experts extérieurs, souvent la CARSAT, qui permet de consolider des dossiers, parfois complexes, et quelquefois d'aider des patients perdus dans les méandres administratifs. Les assurés ne connaissent pas leurs droits. Dans ces commissions sociales, il y a une aide aux personnes qui sont en précarité financière, et bien souvent, ils ont le droit à une aide d'une caisse ou d'une autre, mais ils ne connaissent pas l'information. Et si nous n'avions pas cette aide extérieure, on ne pourrait pas conseiller véritablement les patients, leur expliquer comment aller chercher cette aide et faire en sorte qu'ils puissent s'en sortir. Parce que souvent, ces aides, ces informations, ce sont des informations qu'on pourrait qualifier d'alimentaires, mais c'est bien le sujet. Ce n'est pas parce qu'on a une maladie qu'il faut ne pas vivre normalement.
Il faut apporter également des informations pendant les soins de support, parce que l'information ne va pas être la même avant le traitement, pendant le traitement et après le traitement. Les soins de support demeurent un lien social et on se sert de ce lien social pour apporter toutes les informations aux personnes en fonction du moment où ils se trouvent. Les lieux où vous pouvez trouver de l'information pour les patients, ce sont également des lieux de rencontres financés par la Ligue, comme le RI à Baclès, que tout le monde connaît ici, ou l'espace social cancer au CHU. Il y a 3 charmantes jeunes femmes qui sont là pour répondre aux patients sur toutes les brochures qui existent pour toutes les pathologies cancéreuses. Mais il y a également les espaces Ligue. Les espaces Ligue, ce sont des lieux qui se trouvent dans les centres de soins. L'hôpital de Lisieux, l'hôpital de Falaise, l'hôpital de Vire, la polyclinique du Parc, l'hôpital de Saint-Lô, donc je ne vais pas tous vous les citer, mais dans ces centres de soins, vous avez une permanence avec des personnes qui sont là pour l'écoute des patients et pour les renseigner sur les différentes brochures. On peut prendre par exemple la polyclinique du Parc. Cet exemple est très intéressant parce qu'il y a une permanence au rez-de-chaussée et les bénévoles interviennent en salle de chimio. Et pendant que les gens sont sur leur fauteuil, eh bien là, ils sont bien obligés de nous écouter. Donc, on leur explique quels sont leurs droits octroyés par les caisses style Sécurité sociale ou RSI ou MSA. Ce que peut apporter en plus la Ligue, s'il y a un complément à faire, mais également, on va leur parler du dossier de liaison, qui est un outil très important. Ça va être le lien entre le patient et la famille, ça va être le lien entre le patient et le professionnel, ça va être le lien entre les professionnels entre eux. Donc, on insiste bien sur le fait qu'ils doivent avoir ce dossier de liaison. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas à 100%, loin s'en faut, mais petit à petit, on arrive à les convaincre. On leur parle également de l'activité physique. Alors c'est vrai que dire aux gens qui sont très fatigués dans un fauteuil avec une perf, allez, il faut sortir, il faut aller courir, c'est très difficile, mais c'est de notre responsabilité de les informer que l'activité physique est une forme de prévention et aussi une diminution de la récidive. Donc cet exemple de la polyclinique du Parc est très intéressant parce que au début on a eu du mal à s'imposer et maintenant on s'aperçoit que les gens, après leur cure de chimio, eh bien, descendent à cet espace Ligue et là, eh bien, ils communiquent. Donc c'est une information partagée, donc c'est une information efficace. On peut en tirer des statistiques, donc on connaît le sexe de la personne qui vient voir le bénévole, on connaît son âge, on sait pourquoi il vient, quel est le type de visite, également la pathologie, et on voit curieusement que le cancer du testicule est quand même à 23%, donc il y a une grosse inquiétude de la part des hommes sur ce type de pathologie. Toutes les pathologies sont concernées, mais vous voyez, 23 par rapport à 30, j'avoue que quand j'ai vu ces chiffres-là, j'étais très étonné, mais ce sont les statistiques, on peut pas, c'est un constat. On voit également que excusez-moi, qu'il y a des professionnels et des personnels qui viennent s'informer. Ça veut dire que cet espace a vraiment son intérêt et son existence n'est pas fortuite. Cet entretien est tout à fait anonyme et les gens s'expriment librement.
il n'y a pas de questionnaire, les gens se livrent et on a les informations qu'on a, mais elles sont quand même relativement précises. On voit que, je ne vais pas y arriver, je ne sais plus où j'en suis. Voilà. On peut voir que il y a des gens de l'extérieur, on ne sait pas d'où ils viennent, ils ne veulent pas le dire, non connus, pareil. Il y en a qui viennent de Baclès, bon, évidemment, puisqu'on est à la polyclinique du parc, donc c'est plutôt ceux-là qui sont présents. C'est pareil pour le lieu d'habitation. Il y en a qui ne nous diront jamais d'où ils viennent, mais comme c'est anonyme, on ne leur pose pas de questions. La qualité de l'accompagnement, le conjoint ou la famille. Il y a effectivement 40% de conjoints qui viennent s'inquiéter tout seuls de la pathologie du conjoint. En ce qui concerne l'origine des visites, est-ce que les gens ayant une consultation y passent? Bon, ils viennent faire une visite ou il n'y a aucune raison précise pour 22%. Les gens sont passés, ils se sont informés, ils se sont arrêtés, ils ont discuté, ils ont partagé de l'information, c'est tout ce qui compte. Quel est le moment où ils passent? Encore une fois, ça peut être l'intervention ou sans aucune raison, des gens qui sont intéressés pour avoir de l'information gratuite. Bon, l'objet, et ça c'est important, parce qu'on voit qu'il y a besoin de renseignements, mais aussi de convivialité, d'écoute, mais également de détresse. Il y a 7% de personnes qui sont en détresse prononcée et qui ont besoin d'échanger, tout simplement. Donc c'est quand même très très important. Donc si avec les différentes sources d'information que sont l'ERI, le SC, les espaces Ligue, la cinquantaine de brochures qui existent, le site de la Ligue, si vraiment on n'a pas réussi à donner l'information, ce qui peut se produire, eh bien, il y a quand même un numéro vert, qui est le 810 810 821, où les gens peuvent appeler, et là, ils vont avoir un professionnel. Si c'est une question médicale, ils auront la réponse d'un médecin. S'ils ont un besoin juridique, ils auront la réponse d'un juriste. S'ils ont besoin de savoir comment obtenir un prêt immobilier, ils auront un spécialiste de ce genre de réponse. Donc, on essaiera au maximum de leur donner l'information qui convient. Mais à chaque fois, on s'est rendu compte que pour que l'information soit efficace, il faut que ce soit une information partagée. Voilà, je vous remercie.